Je vais présenter. David m'a demandé, il dit « Parle pas plus que 5 minutes ». Alors, moi, je suis plutôt d'accord parce que je vais vous faire un rapide survol des lignes directrices pan-canadiennes sur la prise en charge clinique des troubles liés aux opioïdes, surtout pour les situer, pourquoi on a fait ça, comment on a fait, puis c'est quoi les grandes recommandations rapidement. Plusieurs d'entre vous, je pense, les ont déjà vus, donc je ne veux pas non plus que ça soit du réchauffé et que je vous radote ça pendant 15 minutes. Donc, ça, c'est mes conflits potentiels. Je pense que je n'ai pas de conflit, en fait. 2 secondes, ça ne change pas automatique dans ma... OK. Donc, les objectifs de ces lignes directrices canadiennes, ça partait du fait qu'au Canada, les traitements pour les opioïdes, selon les régions, selon les villes, les campagnes, etc., étaient extrêmement hétérogènes et ne se basaient pas nécessairement toujours sur les données probantes qu'on retrouvait dans la littérature. Alors, pour nous, ce qu'on voulait faire, c'est de vraiment repartir et de fournir un aperçu de toutes les données probantes qu'on avait au moment où on l'a fait. C'est-à-dire, on a terminé la revue de littérature en 2017, et de fournir donc cette espèce de canevas de base scientifique, à dire ce qu'on connaît moins, et qu'est-ce qui pourrait guider, je dirais, des principes d'intervention. Donc, on n'était pas dans la recette, on n'était pas dans le guideline provincial ou territorial, parce que c'est pas un mandat canadien, mais c'était vraiment pour dire, vous n'aurez pas besoin de tout faire ça, nous, on va commencer par au moins faire ça. On a aussi restreint, ou en fait, on s'est attardé au traitement agoniste opioïde, méthadone, buprenorphine, naloxone, morphine orale à libération lente, le Cadian. On a regardé la prise en charge des sevrages avec d'autres types de molécules. On a regardé la naltrexone en oral parce qu'à ce moment-là, les articles qui sont sortis sur l'injectable sont plus récents que quand le guidelines est sorti. On a regardé les traitements psychosociaux et de soutien en relation avec les traitements agonistes. On a regardé aussi les traitements résidentiels rapidement et on a fait des considérations sur les femmes enceintes. Ça, je pense que j'en ai parlé, mais c'est vraiment de dire qu'on s'adressait donc aux praticiens, mais aussi aux décideurs, aux gens qui travaillent sur les guidelines des provinces, et il y en avait plusieurs dans ce moment-là. Et ça s'applique aussi aux adultes et aux adolescents qui ont des troubles modérés à sévères, c'est-à-dire qu'on ne couvrait pas nécessairement la prévention comme telle. Puis on ne couvrait pas non plus les opioïdes injectables qui font actuellement l'objet d'un autre projet de guide de recommandation nationale dans notre réseau. Les approches abordées, la façon dont on a fait ça, il y avait très peu, finalement, quand on avait fait la revue de voir est-ce qu'il y a d'autres guidelines, il y avait les SAM, il y en a en Australie, il y avait l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui avait des guidelines. Mais d'une certaine façon, c'était en silo, c'est-à-dire qu'il y avait, bon, ils regardaient la méthadone, ils regardaient la buprenorphine, ils regardaient les choses. Nous, on a décidé de faire un guideline où on regardait les approches abordées, puis de regarder finalement des intensités de traitement, parce que dans une trajectoire de consommation, puis entre l'âge de 18 ans et l'âge de 60 ans, les gens ne vont pas avoir besoin de toujours les mêmes approches puis la même intensité. Mais donc, d'une intensité faible à une intensité élevée, en sachant que ce gradient-là change et ce n'est pas nécessairement linéaire. Et donc, on a regardé la prise en charge du sevrage, notamment parce qu'en Amérique du Nord, on sait que c'est une pratique qui est largement utilisée, les traitements par agonistes, puis les autres méthodes supervisées par des spécialistes. Et ce qu'on a intégré aussi, mais qu'on n'a pas, évidemment, parce que ça aurait fait un autre guidelines en soi, mais c'est de dire que dans tout ce continuum, il doit toujours y avoir de la réduction des méfaits et toutes les approches de réduction de méfaits doivent être intimement intégrées avec ce qu'on va dire sur le traitement. Fait que ça, c'est comme... J'ai dit 5 minutes, fait que c'est ça. Alors, si on regarde l'algorithme du traitement, je vais juste sortir les grands messages, et les grands messages, encore une fois, viennent de la littérature. Ce qui est dit dans la littérature, c'est que quand le traitement aux agonistes, aux opioïdes est indiqué, l'approche, je dirais, par étape, devrait être que la première molécule qui
qui devrait être considéré soit la buprenorphine naloxone, notamment parce que quand ça fonctionne, et le gars dans la vidéo le disait, quand ça fonctionne bien, ça permet à la personne d'avoir un éventail, je disais, plus de liberté dans son traitement, et ça, on en discutera plus tard dans la table ronde, j'en suis persuadée, et que dans un deuxième temps, donc la hiérarchie des molécules, comme dans n'importe quelle maladie en médecine, ça serait la buprenorphine, la méthadone et la morphine à libération lente. Ceci n'étant pas non plus linéaire, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il faut commencer tout le temps par la buprenorphine s'il y a des personnes, pour toutes sortes de raisons, qui, dans notre approche, ça serait mieux de commencer avec la méthadone, par exemple. L'autre aspect qui est un, je dirais, le deuxième grand message, c'est que l'approche à éviter, c'est le sevrage rapide. Le sevrage rapide, dans la littérature, encore une fois, c'est 30 jours ou moins, parce que c'est ça qui a été testé. Comme clinicienne, puis là, je vais sortir de mon petit cadre, mais comme clinicienne, 30 jours, 60 jours, c'est aussi très rapide. Fait que je pense qu'il faut regarder. Et donc, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait faire une réduction très lente des doses, puis probablement de la même façon qu'on fait avec les diazépams ou les benzos, d'adapter la diminution, ou la perte de poids, j'oserais dire, d'adapter la diminution des opioïdes avec des paliers quand il le faut, pour se rendre pour accompagner la personne qui veut arrêter sa molécule dans une démarche qui fait sens pour tout le monde. L'approche à éviter, encore une fois, c'est de faire des sevrages trop rapides. Qu'est-ce qu'on fait quand les gens veulent absolument un sevrage rapide, puis on le sait qu'il y en a beaucoup qui veulent un sevrage rapide parce qu'ils veulent se débarrasser de ça. Ça ne veut pas dire, à ce moment-là, il faut l'accompagner vraiment, pour que la personne puisse changer d'idée en cours de route si ça ne fonctionne pas. Puis ça doit être un processus, finalement, où tout le monde dit, OK, il faut que la personne reste en traitement, puis il faut que la personne reste sécuritaire, puis il faut que la personne soit sur une trajectoire où elle va aller mieux pendant son traitement que quand elle allait au début. Puis je pense que ça, la vidéo nous l'a bien montré. Encore une fois, les approches de réduction de méfaits. Et la raison pour laquelle il ne faut pas faire de sevrage, parce qu'il y a beaucoup de littérature qui démontre que c'est quand on se sève puis on recommence, on est à risque d'overdose, on est à risque de transmission de maladies comme l'hépatite C ou le VIH, et on est à risque de conséquences sociales. Voilà. Voici toutes les personnes, pas toutes, mais plusieurs des personnes qui ont été impliquées, qui sont impliquées dans l'ICRAS ou le CRISM, dont je pourrais parler à certains d'entre vous si vous ne savez pas c'est quoi. Merci.